J'ai toujours été fasciné de comprendre qu'est-ce qui pouvait, même si ça se fait sur des millions d'années, aboutir à des formes de vie aussi variables qu'une petite crucifère comme Arabidopsis qui nous sert aujourd'hui de plante modèle, et puis un cactus ou un baobab, quoi. C'est quand même tout ça ayant un seul ancêtre commun unicellulaire, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique en termes de moteur, de complexification des formes de vie. La thèse portait sur l'étude des bases génétiques de cette voie d'assimilation de l'azote, en essayant de chercher parmi les accessions d'Arabidopsis, puisqu'on travaillait sur Arabidopsis thaliana, s'il existait des variabilités en termes d'efficacité d'utilisation de cet azote. On a recruté Olivier parce qu'à l'époque, on cherchait à élargir notre sujet de recherche qui était la voie d'assimilation de l'azote chez les plantes supérieures. On essayait de passer d'un aspect fonctionnel à un aspect variabilité naturelle. Donc on cherchait un généticien quantitatif pour compléter nos compétences. Au début de ma thèse, j'étais un peu réticent à l'idée de travailler sur une espèce modèle avec ma culture un peu d'agronome, où je pensais que c'était forcément plus intéressant de faire le travail directement sur l'espèce cultivée. En réalité, depuis, j'ai appris que vraiment on peut apprendre énormément d'une plante sauvage qui pourtant n'a rien à voir avec un maïs ou avec une tomate, mais parce que simplement au niveau génétique, il y a des mécanismes moléculaires vraiment communs entre ces espèces-là, aussi différentes soient-elles, et qu'on peut donc transférer comme ça des connaissances génétique entre une plante modèle et une plante cultivée. Le pari qu'on faisait à l'époque, en fait, il s'est parfaitement vérifié, puisque c'est l'objet des travaux d'Olivier qui continuent encore maintenant. Et par ces approches et en développant des outils de génétique quantitative, donc chez une espèce non cultivée comme Arabidopsis, il a réussi à déterminer l'architecture génétique de tout un tas de caractères très intéressants, avec des applications potentielles en agriculture également. L'intérêt de faire ce travail-là sur une plante modèle comme Arabidopsis, c'est que justement, comme c'est une plante modèle, on a accès à tout un tas d'outils qui ne sont pas encore développés au même niveau chez la plupart des espèces cultivées, qui vont vraiment nous permettre de faciliter la tâche dans l'objectif de remonter jusqu'aux sources moléculaires de la variabilité, c'est-à-dire être capable de dire c'est à cause d'une variabilité ou grâce à une variabilité dans tel gène qu'on a telle différence de caractère, telle différence de tolérance au stress. Et donc avec les outils dont on dispose sur Arabidopsis, on peut vraiment faire ce travail de remonter jusqu'au gène et de comprendre l'origine de cette variation. L'objectif de notre travail, c'est vraiment de comprendre comment une espèce sauvage a évolué et s'est adaptée aux contraintes de l'environnement, et en particulier à la sécheresse, et d'essayer d'apprendre des stratégies qui ont été mises en place par cette espèce pour améliorer les espèces cultivées en réponse au même stress. En allant chercher des plantes, par exemple comme celle-ci, dans les montagnes d'Asie centrale, dans des conditions relativement sèches, et en la comparant avec ces plantes qui viennent, par exemple, des plaines d'Europe, donc dans des conditions moins contraignantes du point de vue de l'eau, on va essayer de révéler les mécanismes qui ont eu lieu au cours de l'adaptation de ces plantes et qui expliquent pourquoi celle-ci est potentiellement plus tolérante au stress hydrique que celle-ci. Et ça va nous permettre, en utilisant les gènes qui contrôlent ces caractères-là, de transférer ces connaissances sur des espèces cultivées et de les améliorer en réponse à ce stress. Un projet de recherche comme ce que je décrit, c'est au minimum 4-5 ans, donc il faut déjà arriver à financer ces projets sur du moyen terme comme ça. Et ensuite, même si on a pu identifier un gène qui contrôle la tolérance à la sécheresse chez Arabidopsis, transférer cette connaissance-là et l'utiliser chez une espèce cultivée, c'est un travail qui va prendre encore au moins 5 à 10 ans, selon le temps qu'on va mettre pour trouver de la variabilité chez l'espèce cultivée pour ce même gène. Et ce travail-là, c'est pas moi qui le fais tous les jours. Le travail des plantes en serre, le travail de génétique moléculaire au laboratoire demande des postdocs et des thésards, des étudiants qui font ce travail au laboratoire. Et pour avoir une taille critique suffisante pour vraiment représenter quelque chose de niveau international, eh bien, il faut un groupe rapidement de 5, 6, 7 personnes. Notre position et notre savoir-faire, nos outils sont maintenant vraiment reconnus au niveau international, et ça se traduit par exemple par un financement de cette nouvelle agence de financement européenne qui s'appelle l'ERC,
qui vient de nous donner 1,7 million d'euros sur 5 ans, donc sur une vraie durée de projet de recherche sur les plantes. La leçon que j'en tire, c'est qu'il faut oser aller chercher des approches qui sont a priori au départ culturellement différentes. Et la génétique quantitative et la génétique moléculaire, historiquement, sont un petit peu des écoles différentes. Et donc il fallait oser regrouper tout ça et se dire que ça allait fonctionner. Et donc on le doit, par exemple, à des gens comme Michel Caboche, entre autres, en France, qui ont eu cette idée au départ avec d'autres, et à la capacité de ces gens de motiver tout un ensemble de personnes pour aller dans cette voie. Moi, j'essaye aujourd'hui d'avoir la même motivation et de motiver mes étudiants à faire des choses nouvelles et à apporter eux-mêmes leur contribution à cet édifice.